Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler de la 5G. Qu'est-ce que la 5G? Comment ça marche? Est-ce vraiment utile et est-ce dangereux aussi pour notre santé? Voici quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui et c'est dans cette vidéo et ça commence tout de suite. La 5G est la petite sœur des 4 autres générations arrivées précédemment. La 1G, 2G, 3G, 4G, 5G sont des standards de téléphonie mobile. Dans les années 80, nous avons eu le premier réseau de téléphonie mobile qui s'appelait la 1G. La 2G ensuite est arrivée un petit peu plus tard, on est dans un réseau qu'on appelle GSM. Nous avons donc eu la 2G dans les années 90 avec la possibilité forcément d'avoir des communications téléphoniques mais aussi des SMS, des short messages et aussi d'avoir des MMS, donc des petites photos toutes dégueulasses où on ne voyait rien du tout, mais au moins c'était le début de quelque chose. Le réseau GSM était ainsi le premier réseau dit numérique, contrairement au 1G, à la 1G qui était un réseau analogique. Ensuite on a eu la 3G avec la norme UMTS. Cela offrait un réseau internet en haut débit, entre guillemets, allant de 144 kilobits jusqu'à plus de 2 mégabits par seconde. La 3G permettait désormais de télécharger des applications, télécharger ou regarder vite fait des petites vidéos, de pouvoir envoyer des messages sur des réseaux sociaux. Bref, c'était le début de l'internet sur smartphone. Enfin, en 2013, nous avons... Enfin, pas moi, hein, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs ont amélioré la norme UMTS pour sortir la norme LTE. La 4G était née. Le débit théorique de la 4G, je vous le donne en 1000, est de 150 mégabits par seconde. C'est pas mal du tout. Sachant qu'un ADSL est théoriquement bloqué à 20 mégabits par seconde. 20 mégabits en théorie pour un ADSL, 150 pour une 4G, on est quand même vachement mieux. Et puis ça commence en 2020, malgré la crise sanitaire, la 5G commence à apparaître donc sur notre territoire français. Je retrousse mes manches parce que là on va entrer dans le dur, c'est moi qui vous le dis. Selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, je l'ai lu parce que c'est un peu difficile de s'en rappeler. La 5e génération de réseau mobile sera une génération de rupture qui permettra un saut de performance. Pareil, dans les débits théoriques, on est à un peu plus d'1 gigabit par seconde. Alors après cette période d'histoire, on va voir à quoi ça sert d'avoir une connexion à 1 gigabit par seconde pour chaque téléphone mobile sur le résew. Moi, je bois un coup. Pour connaître son intérêt, imaginons que vous téléchargez un film sur une plateforme comme YouTube. Pour un film d'1h30, il faudra, avec une connexion 4G normale, environ 16 minutes pour télécharger le film dans son état complet en HD. Pour ce même film, qu'on imagine à 5 gigaoctets, il faudra tout simplement quelques secondes en 4G pour le télécharger, bien sûr, parce que ça va à plus d'1 gigabit par seconde. Ah ouais, alors la 5G, ça sert juste à regarder YouTube ou du porno? Oui, enfin, non, enfin, oui, ça peut, mais non, c'est compliqué. Bon, avant que je te réponde, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour voir chaque dimanche une vidéo à 12 h qui parle d'informatique, de numérique, de jeux de société, de jeux vidéo, Bref, abonne-toi, lâche un pouce bleu, on continue. Quand on parle de débit d'1 gigabit par seconde, on est en droit de se demander quelle est réellement l'utilité d'autant de débit par personne à un instant T. A-t-on vraiment besoin d'1 gigabit par smartphone pour accéder tout connement à un jeu vidéo, pour regarder des vidéos aussi sur internet ou pour faire une visioconférence? La réponse est non. Au départ donc de notre analyse, je pense qu'on n'a pas réellement besoin de la 5G pour notre utilisation. C'est presque même inutile. On est proche, comme c'est le cas avec la nourriture, avec nos véhicules, nos voitures par exemple, nos appareils électroniques ou nos achats en général, d'une surconsommation de, en l'occurrence, données numériques. À ce titre, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le numérique responsable que je vous invite à suivre là. Dans les faits, avoir un réseau plus performant avec un meilleur débit sert aussi et surtout pour les entreprises, pour l'industrie ou même pour nos besoins actuels, voire même futurs, personnels. Les temps de réaction sont ridicules, moins d'1 milliseconde pour avoir une information. Ainsi, rien n'empêche d'avoir à terme de la télémédecine où un docteur peut vous ausculter à distance en recevant des données d'une webcam
d'un électrocardiogramme directement par Internet, même en haute montagne ou dans des endroits reculés. Cela permettrait ainsi à un drone d'envoyer en direct, par exemple, des images d'un sinistre, d'une avalanche, d'un incendie, directement par Internet, avec un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde, rien qu'avec un réseau 5G. La 5G permettra aussi d'avoir partout, là où le réseau capte bien sûr, un réseau intelligent et un réseau rapide, notamment pour les voitures autonomes. Et c'est toutes ces informations qui vont servir à l'industrie, aux entreprises ou même nous particuliers sur des voitures autonomes, par exemple, qui ont besoin d'un débit énorme pour faire transiter tout un tas de données le plus rapidement possible. Une étude récente montre ainsi que pour une voiture autonome, dans les quelques années qui viendront, il faudra environ 4 terabits de données par jour. 4 terabits de données par jour par voiture. Alors pour ceux qui ont du mal avec les terabits, les gigabits, les je sais pas quoi, comprenez que en gros c'est comme si chaque voiture dans le monde qui était autonome bientôt consommerait chaque jour 100 films d'1h30 sur une plateforme de streaming en HD. Vous avez bien compris qu'avec la 5G, la science-fiction devient réalité. Mais est-ce que c'est dangereux ? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Le vrai problème avec la 5G, c'est qu'on va devoir multiplier le nombre d'antennes pour qu'on puisse avoir un bon débit partout. Pour comprendre pourquoi il nous faudrait plus d'antennes, eh bien, je vous propose un petit commentaire de Jamy qui va nous expliquer tout ça. Non, en fait, il n'y a pas de Jamy, c'est moi, Jérôme, je vais vous expliquer ça sur cette vidéo, mais j'apprécie beaucoup C'est pas sorcier, et je voulais le dire, voilà, c'est tout, le message est passé. Une onde, c'est une perturbation qui va se propager. Une onde va donc transporter de l'énergie, mais pas forcément de matière. Je sens que je suis en train déjà de vous perdre, on va repartir d'un truc très simple. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez tout autour du point d'impact des ondes, des vagues qui vont se créer. Ça va jusqu'ici ? La hauteur des vagues, la distance entre les vagues et la durée des vagues vont être en fonction de la force avec laquelle vous avez jeté votre caillou. Un hertz, c'est donc le nombre de vagues, si je peux dire, ou d'oscillations par seconde. Un hertz égale une oscillation par seconde. La longueur d'onde, c'est la distance qu'il y a entre deux vagues de notre caillou. Et l'amplitude, c'est la hauteur de chaque vague. Plus une onde a une fréquence faible, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 3 par seconde par exemple, plus la longueur d'onde sera grande. Techniquement, sachez qu'il y a des ondes qui existent à 3 Hz, tout simplement 3 Hz, et qui permettent d'aller à des distances de 100 000 km. On s'en sert par exemple pour voir la sismographie, pour voir l'évolution de la planète ou de la Terre ou d'un continent. Ça, c'est des ondes très lentes, donc avec un faible Hertz, mais qui vont très loin. A l'inverse, on commence vraiment à arriver à des ondes en térahertz. Donc là, c'est 1 milliard d'oscillations à la seconde. Vous comprenez bien que là, la portée est extrêmement limitée. Et là, on est vraiment sur 1 mm de portée. Ça sert aussi notamment à des scanners pour tout simplement l'être humain, pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Pour la 5G, la fréquence est donc plus élevée. Et si vous avez compris ce que je viens de vous raconter avec l'histoire de mon caillou dans l'eau, vous avez compris que plus la fréquence est élevée, comme c'est le cas pour la 5G, plus la distance avec laquelle ça va aller va être faible. Il nous faudra donc bien plus d'antennes pour arriver au meilleur débit possible, puisque l'antenne ira moins loin. Qu'ont montré les études par rapport justement à cette 5G sur le corps humain. The Guardian, un journal plutôt très connu en Angleterre, a récemment fait une étude parlant de la 5G comme étant sans danger. Ce n'est pas eux qui me disent, mais bien un institut. Et l'étude était basée sur les travaux de recherche de l'INCNIRP, un consortium composé notamment d'experts scientifiques basés en Allemagne. L'article de mars 2020 nous explique que les ondes millimétriques qui vont être envoyées grâce à la 5G n'auront pas vraiment tendance à pénétrer l'épiderme et que l'épiderme va permettre de dissiper ces ondes. Il n'y aurait donc, selon cette étude, pas vraiment de danger pour l'espèce humaine par rapport à la 5G. D'un autre côté, concernant les anti-5G,
environ 170 scientifiques et médecins de 27 pays, je crois, 37 pays, pardon, ont demandé un moratoire sur le développement de la 5G à l'échelle du monde. C'était en 2017 et beaucoup s'interrogeaient sur les effets sur la santé de la 5G. Ils ont créé un texte qui s'appelle EU 5G Appeal et leurs arguments sont les suivants. Premier argument, pour dire que la 5G peut être dangereuse, il y aura plus d'antennes dans le monde ou en Europe en l'occurrence. Sur ce point, ils ont raison à 100%. On l'a vu tout à l'heure avec les angles du caillou, il y aura plus d'antennes parce que forcément chaque antenne 5G va aller moins loin que les antennes 4G. Autre élément, selon eux, les ondes électromagnétiques affectent les êtres vivants à des niveaux bien inférieurs aux seuils qui sont marqués comme étant dangereux. Selon eux aussi, selon ce texte, les ondes électromagnétiques peuvent former ou aider à la formation de cancer chez l'homme ou chez la femme. Cela peut favoriser des problèmes au niveau des organes génitaux, pour la procréation tout simplement. Et tout le débat de la 5G est situé sur ces recherches. L'ANSES, un organisme français, a indiqué que certains articles ne présentent pas de données scientifiques disponibles de manière équilibrée. Les résultats des travaux sont ainsi considérés comme contradictoires et les niveaux d'exposition sont aussi supérieurs aux normes réglementaires selon un chercheur de l'IRSET, M. Yves Le Drian. Concrètement, ils ont fait des analyses et ils ont été plus haut que le seuil toléré pour dire « Oui, regardez, vous avez vu, il y a un gros danger si on est face à des ondes électromagnétiques. » Oui, sauf que en France et en Europe, on a estimé que non, on ne pourra jamais avoir tant de niveaux d'ondes électromagnétiques, il faut qu'on soit genre là. Oui, ils ont raison, à ce niveau d'onde, il y a un danger avéré pour l'être humain, mais vu que la norme en Europe et en France est bien moindre, eh bien, ils n'ont pas pu prouver qu'à cette norme-là, à ce niveau d'onde, il y avait un réel danger. Que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? On n'est plus sur la France, on est sur le monde. Eh bien, les ondes électromagnétiques, qu'ils soient du Wi-Fi d'ailleurs, ou de la 5G, ont été catégorisées comme peut-être cancérogènes. Mais à ce jour, la recherche et les scientifiques, alors en l'occurrence l'OMS, c'est du monde entier, n'ont pas réussi à prouver qu'à des niveaux restreints, c'était réellement dangereux pour l'être humain. C'est peut-être. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas de danger. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le prouver qu'il y a un danger aujourd'hui ou dans quelques années. C'est pas rassurant tout ça, mais c'était pas forcément mon but. Pour nous rassurer, quand même, on va vous parler des seuils. Enfin, je suis tout seul, hein. Le seuil d'exposition aux ondes électromagnétique est mesuré en volts par mètre. Le seuil est aujourd'hui en France de 61 volts par mètre. Si on est au-dessus, on court un danger. Là, c'est avéré, c'est prouvé, c'est sûr, personne ne dit le contraire. Si c'est en dessous, personne n'a pu avérer qu'il y avait un réel danger pour l'être humain. Bref, ça fait 28 fois que je dis bref, les ondes électromagnétiques envoyées par la 5G sont généralement environ 50 fois inférieures à ce seuil de 61. Alors faut-il aller prendre une maison en forêt, loin de tout, pour vivre longtemps? Faut-il s'éloigner de toute borne Wi-Fi, de toute borne 5G, de toute antenne 5G? Je ne pense pas forcément. Faites ceci dit preuve de bon sens. Et par exemple, évitez de dormir près de votre téléphone ou de passer 5 heures au téléphone dans un train où vous allez changer perpétuellement de bornes 4G ou 5G, en l'occurrence, qui vont péter votre cerveau. Malgré une norme appelée la norme DAS, qui limite les données collectées par vos appareils smartphones, plusieurs études ont montré que la 5G, mais aussi la 4G, voire même la 3G, n'étaient pas bonnes dans une utilisation trop importante, dans le cas d'un téléphone placé près du cerveau ou placé près des organes génitaux, dans la poche, par exemple, pour ces messieurs. Mais ça, le DAS, les smartphones, etc., c'est un autre débat. Et du coup, ça sera peut-être une autre vidéo, le dimanche à midi. Et moi, je vous dis salut, bande de noobs.